Debout face à la mer, Hark Olufs contemple l'immensité. Il rêve de longs voyages et de terres lointaines, de devenir capitaine comme son père. À 12 ans, il va débuter comme mousse sur le navire paternel. Nous sommes en 1720 dans la mer des Wadden sur la petite île d'Amrum qui fait alors encore partie du royaume du Danemark. Le jeune Hark ne sait pas encore que ses rêves d'ailleurs ne vont pas tarder à se réaliser. Hark Olufs appartenait à une famille de marins, son père était capitaine. Dans son entourage proche, tout le monde travaillait dans la marine. Hark Olufs est mort jeune, à seulement 46 ans. Sa pierre tombale, qui se dresse encore dans le cimetière de la petite ville de Nebel, est tout à fait particulière. Elle retrace quelques-uns des épisodes étonnants de sa vie. Ça, c'est l'espoir, le navire sur lequel Hark Olufs a embarqué à l'âge de 12 ans. Quand il a eu 16 ans, l'espoir a été capturé dans la Manche. De là, il a été remorqué jusqu'à Alger. Car n'oublions pas qu'à l'époque, les pirates turcs contrôlaient la Méditerranée. En 1724, Hark navigue sur le bâtiment de son père. Le navire, parti de Nantes, fait route vers Hambourg lorsqu'il est arraisonné par des pirates au large de l'archipel des Sorlingues. L'équipage est fait prisonnier et transporté à Alger. Hark et ses compagnons d'infortune partagent le sort de près d'1 million d'Européens qui ont fini comme esclaves en Afrique du Nord entre les années 1500 et 1830. L'histoire de Hark est exceptionnelle, d'abord parce qu'il va survivre à sa mésaventure, mais aussi et surtout parce que l'ancien mousse ne devient pas un esclave comme les autres. Je fus vendu à Alger pour 1000 pièces de la monnaie locale, l'équivalent de 500 riksdal. Le lendemain, mon acheteur me vendit à un autre homme et empocha 100 pièces de bénéfice. Je restais 2 semaines chez mon nouveau maître. Je travaillais au jardin à récolter des feuilles de mûrier pour nourrir les vers à soie. J'étais aussi chargé de la corvée d'eau et du ménage de la maisonnée. Le jeune Hark Olufs et les prisonniers originaires d'Amrum se retrouvent à Alger, qui, en 1724, est déjà une grande ville. Toute la ville prospère grâce à la piraterie, à la capture des navires, mais aussi aux raids menés sur les côtes étrangères. Les pirates pillent des villages en Espagne et en Italie, et ils rapportent énormément d'argent. C'est alors qu'un marchand qui cherchait des esclaves pour le bey de Constantine arriva à Alger. Dès qu'il me vit, il voulut m'acheter. Mon maître me vendit au prix de 900 riksdal. Je partis donc pour Constantine, où mon nouveau maître, le bey Hassem, exerçait le pouvoir d'un petit roi. Lorsque j'entrai à son service, c'était déjà un vieillard vénérable. D'une nature fantasque et chaleureuse, il était rompu à l'art de la guerre. Le bey a 2 épouses. 40 serviteurs sont à leur service, dont 4 eunuques qui sont les valets de chambre de ces dames. Le bey lui-même possédait entre 30 et 40 valets, dont la moitié sont des renégats. Je devins l'un d'entre eux. La principale menace vient du Maroc, d'Algérie, de Tunis et de Tripoli, qui forment alors la côte des Barbaresques. C'est de là que les pirates, soutenus par ces États, lancent leurs attaques contre les navires marchands européens. En Afrique du Nord, on les autorisait à envoyer des messages à leurs familles. L'idée, c'était de les renvoyer chez eux moyennant le paiement d'une rançon.
Dans toute l'Europe, on trouve dans les archives des registres et des lettres qui décrivent les tâches dévolues aux esclaves. Voyons voir ces lettres. En voici une. Parmi les archives, Eric Goebel a découvert un document exceptionnel par sa rareté. Cette lettre a été écrite à Alger le 10 janvier 1710. Elle est en danois. L'écriture n'est pas très belle, mais ce qu'il faut voir, c'est ceci. Cette lettre est pour mon père, Jens Hansen, capitaine à Røn, sur l'île de Bornholm. C'est un jeune homme qui a été fait prisonnier dans le détroit de Gibraltar. Il s'est retrouvé esclave à Alger et il est au plus mal. Il demande à sa famille d'envoyer de l'argent pour racheter sa liberté. Le bey est le gouverneur turc de Constantine. C'est aussi le nouveau maître de Hark Olufs qui l'a choisi pour ses capacités. Le bey achète de jeunes esclaves chrétiens et les entraîne pour se constituer une garde d'élite. Hark Olufs va faire partie de cette milice. Bien garder à l'esprit que les Européens qui se convertissaient à l'islam, à Tunis et dans le reste de l'Afrique du Nord, vivaient bien mieux en tant que musulmans que les prisonniers musulmans qui s'étaient convertis au christianisme en Europe. Ceux-là sont restés pauvres toute leur vie et n'ont jamais été intégrés à la société, alors que les renégats l'ont été. Hark Olufs débute comme valet. Mais le jeune Danois apprend vite. Bientôt, il parle le turc, l'arabe et la lingua franca, qui mélange des langues parlées tout autour du bassin méditerranéen. Au bout de 3 ans et demi, il est promu au rang de trésorier et reçoit un lopin de terre, des chameaux, des moutons et même des serviteurs, et ceci en dépit de son statut d'esclave. Hark Olufs est aussi chargé des basses œuvres du bey. Sur les ordres de mon maître, j'ai assassiné bien des gens. J'ai aussi tué sans ordre. J'avais la pleine confiance du bey. Mon maître se faisait vieux et il préférait que je me charge de ses missions. Souvent, lorsqu'il s'allongeait pour la sieste, j'allais accomplir une exécution avant son réveil. Parmi ceux que j'ai tués sur ses ordres, je me souviens particulièrement de 2 maçons. À 2 reprises, mon maître eut l'idée de cacher dans les murs d'une tour une forte somme en ducats. J'avais l'ordre, une fois le maçon payé pour sa peine, de lui rompre le cou au moment où nous redescendions de la tour. Ce que je fis, contraint et forcé, pour préserver ma propre vie. Mon maître avait 2 raisons d'agir ainsi. D'abord, il voulait être sûr que l'emplacement du trésor resterait secret. Ensuite, les Turcs croyaient que l'esprit de l'homme assassiné gardait les lieux, empêchant quiconque, à part son propriétaire, de mettre la main sur le trésor. Pour ce genre de mission, on ne pouvait pas utiliser les gens du coin. Il fallait que ce soient des esclaves. Les Turcs les ont intégrés dans leur système de répression en Afrique du Nord. Cela montre que les habitants ne se souciaient pas des esclaves, qui étaient dans une situation très précaire, tant qu'ils étaient associés au... En 1732, Hark Olufs accompagne le bey lors du pèlerinage à la Mecque. Le voyage dure 13 mois. 6000 personnes composent la caravane.
Hark s'est forcément converti à l'islam, sinon il n'aurait pas pu être du voyage. Il écrit dans son autobiographie qu'il est allé à la Mecque et que seuls les musulmans pouvaient entrer dans la ville. Cela prouve qu'il s'est converti, même s'il écrit par ailleurs qu'il n'est jamais devenu musulman. 1732 est aussi l'année où Hark Holoufs est promu Aga Eteira, autrement dit, commandant de la cavalerie. Il a atteint le sommet de l'échelle sociale pour un esclave. Je pris part un jour à une bataille. L'ennemi opta pour la fuite. Alors que ma troupe poursuivait les fuyards dans un défilé, elle fut prise dans une embuscade. Beaucoup des nôtres tombèrent sous les balles. Mon cheval fut tué sous moi et je fus fait prisonnier. L'un de mes serviteurs, auquel j'étais très attaché, fut poignardé à mort sous mes yeux. Alors que je nous croyais perdus, l'ennemi décida d'épargner 15 d'entre nous, dont moi, dans l'espoir d'obtenir une rançon. Au musée royal de l'Arsenal, à Copenhague, on trouve la trace des présents envoyés dans les États barbaresques pour gagner la faveur des négociateurs et protéger les navires danois et norvégiens des attaques. Bien sûr, le gouvernement danois aurait pu envoyer une flotte pour patrouiller, mais ce n'était pas possible. À la place, ils ont tenté d'obtenir un accord avec les États de la côte des Barbaresques. En gros, il s'agissait d'acheter la tranquillité des navires de la couronne. Ils ont donc envoyé des cadeaux, des présents, comme ils disaient, à l'attention des dirigeants. Des cadeaux au prince, mais aussi du matériel, comme des armes ou des cordages qui faisaient défaut à ces pays. Les archives royales danoises ont conservé plusieurs documents liés à ces accords. Voici un sauf-conduit algérien. Nous n'avons que la partie danoise. Comme vous le voyez, il en manque une partie. C'est un document que le capitaine danois emportait avec lui. Ce sauf-conduit date de 1838. On est déjà quasiment à la fin de l'existence de ce système. Le vaisseau concerné est le Magdalene, immatriculé à Copenhague. Il a effectué un voyage depuis la capitale. Son capitaine était Jacob Ebert et il devait emprunter le détroit de Gibraltar. Les pirates algériens, de leur côté, avaient reçu la partie supérieure du document envoyé depuis le Danemark et qui correspondait parfaitement avec la partie inférieure. Le capitaine danois présentait sa partie, le pirate la sienne, et si les deux s'emboîtaient, cela signifiait que le navire danois venait d'un pays qui s'était acquitté du droit de passage. Le roi avait payé, donc le bateau pouvait naviguer librement. Le tribut annuel consistait en une cargaison de poudre et de boulets, de faucons d'Islande, de cornes de narval et d'autres produits du Nord. C'était de cette manière que le traité était scellé. Bien loin des rivages de la Méditerranée, sur la petite île d'Amrum, Oluf Jensen, le père de Hark, tente pendant 10 longues années de réunir la rançon de son fils. Le fonds de soutien créé à Copenhague lui a refusé toute aide financière, au motif que le navire de Hark battait pavillon hambourgeois lorsqu'il a été pris. En plus de ses économies, Oluf Jensen doit emprunter 800 marks. Il envoie l'argent de la rançon en Algérie pour racheter la liberté de son fils. Mais c'est un autre homme qui est libéré, car il porte le même nom. Alors, quand le père se rend à Hambourg, c'est pour rencontrer un inconnu, qui est bien sûr ravi que quelqu'un ait payé sa rançon. Cette confusion sur le nom des prisonniers empêche Hark Holoufs de dire adieu à Constantine. Voilà 16 ans qu'il a quitté sa terre natale et 12 années qu'il vit en esclavage. De ce qu'il ressent, de son désir de rester en Afrique du Nord ou de repartir, nous ne savons rien.
Mais de ce côté-là de la Méditerranée, son avenir est incertain. Lorsque mon maître atteignit 95 ans, sa santé déclina. Shadil devança mon intention. Il m'annonça que je pouvais quitter Constantine. J'étais libre. Avant de partir, j'allais le voir, je l'embrassai et lui dis « Effendi, je vous remercie pour le pain et le sel que vous m'avez donné au cours de ces 12 années. Je vous supplie de me pardonner les erreurs que j'ai commises. » Mon maître me répondit « Je vous remercie, capitaine, pour vos services. Et si je vous ai offensé, je vous demande pardon. » Je tombai à ses genoux. Mais le vieil homme me releva. Les larmes inondaient son visage. Il mit sa main sur ma tête et dit « Que Dieu t'accompagne. Garde-toi des boissons fortes, des femmes et des juifs d'Alger. Qu'ils ne te soutirent pas tout ton argent. » Hark rentre chez lui au terme d'un voyage long et difficile. Il passe par Marseille, Lyon, Paris et Hambourg. Enfin, en 1736, Hark retrouve son île natale. Le piétisme luthérien s'est développé au Danemark, ainsi que la pratique de la confirmation. Lorsqu'il a quitté Amrum, il n'avait pas accompli sa confirmation. Ça n'existait pas. Mais là, pour la première fois sur l'île, une confirmation va être célébrée pour réintégrer Hark Olufs dans la communauté chrétienne. En parallèle, il doit verser une forte somme à l'Église pour les réparations des lieux consacrés et le denier du culte. C'est en 1747 que l'autobiographie de Hark Olufs est publiée en danois. L'ouvrage connaît immédiatement le succès. Il est traduit en allemand. Son autobiographie a intégré le patrimoine chrétien. Elle était citée pendant les homélies, car après tout, voilà l'histoire d'un homme qui a connu l'esclavage, mais qui n'a jamais oublié sa foi. C'était tout à fait ce que l'Église recherchait. Au fil du temps, l'aventure de Hark Olufs a sombré dans l'oubli, mais pas sur l'île d'Amrum. Ici, l'enfant du pays reste un personnage mythique. Après plus d'une décennie, Hark Olufs a regagné Amrum. Il est arrivé dans son uniforme de commandant, dont nous voyons ici quelques éléments. Il était très riche. Le bey lui avait donné beaucoup d'argent. Lorsqu'il a retrouvé sa terre natale, il avait 28 ans. Il est tombé amoureux d'une jeune femme qui était déjà fiancée. Mais comme Hark disposait d'une jolie fortune, les fiançailles ont pu être rompues. Le roi du Danemark lui a offert un poste, mais cela l'obligeait à déménager à Copenhague. Alors il a décliné, surtout qu'il avait déjà assez d'argent. Il voulait rester sur son île. Il est devenu receveur d'épaves, mais ce n'était pas l'idéal, parce que les habitants d'Amrum trouvaient toujours les débris avant. Hark Olufs n'a pas fait de vieux os. À 46 ans, il est mort brutalement. Il avait 5 enfants. Toute sa famille était à l'église. Et quand ils sont rentrés, il était mort.